Pourquoi Nana, alors que l'œuvre est en pause depuis 2009, crée encore autant d'engouement? Je vais essayer de vous partager au mieux mes réflexions et je serais ravie si vous pouviez me partager les vôtres. Je pense que si Nana a un tel impact, c'est parce qu'il y a un système de narration qui est ultra intéressant et que je n'ai pas retrouvé dans d'autres mangas. On va suivre deux nanas et on se rend compte très rapidement que les deux nanas sont les narratrices de l'histoire. On n'est pas dans un récit où on suit les personnages et il y a une voix off comme dans les animés comme Hunter x Hunter par exemple qui va nous dire tel personnage là il ressent ça, etc. Non, on a les deux nanas qui se parlent de manière interposée et dans une période, une temporalité assez éloignée. On va les suivre à 20 ans, mais on va les suivre aussi à 26, 27 ans. Franchement, Aizawa, elle a fait fort. Elle a fait fort parce que Nana, en fait, c'est un manga sur l'introspection. Voilà, si je résume Nana, c'est un manga sur l'introspection. On a deux héroïnes qui sont toujours dans l'introspection, qui se remettent en question. Peut-être même de manière contre-productive parce que je trouve que parfois ça peut entacher à leur bonheur. Voilà, ça c'est... Je développerai peut-être ce point-là dans une autre vidéo. Mais c'est fort quand même, non? Parce que ça veut dire que, par exemple, on suit Hachi qui a 20 ans, qui vit telle situation, puis Hachi, quelques mois plus tard, qui va revenir sur cette situation et qui va dire ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, il y a 3 mois plus tôt, mais aussi maintenant. Comment elle analyse cette situation et quelles sont les conclusions qu'elle se fait. Et on suit aussi, par exemple, Hachi, 7 ans plus tard, et on voit comment elle a évolué et ce qu'elle ressent par rapport aux situations qu'elle a vécues 7 ans plus tôt. Je trouve que c'est une belle manière aussi d'appréhender, de voir la vie, d'être toujours quand même dans cette introspection. Alors, faut pas non plus que ça nous bouffe, mais en tout cas, ça nous a permis de voir des évolutions chez les deux héroïnes. C'est ce qu'on attend aussi un peu d'une œuvre, je trouve. La deuxième raison qui fait que Nana a encore autant d'impact, c'est qu'il y a une double lecture. Dès que je rencontre quelqu'un qui commence Nana, je lui dis, il y a une lecture subjective et il y a une lecture objective. Vis ta lecture à fond. Tu vas voir, tu vas vivre plein d'émotions. Il y a des situations, des personnages qui vont te sembler familiers et il y en a d'autres non. C'est ça qui fait la beauté de l'œuvre. Mais il y a aussi une lecture plus objective. Pourquoi? Parce que ce sont les deux nanas qui nous racontent leur histoire. Elles nous racontent leur histoire sur différentes temporalités et elles nous partagent leurs émotions. C'est ça la force de Nana. Les deux narratrices sont les deux héroïnes. Et c'est aussi là que parfois, la lecture est difficile et ou perturbante. Il y a des situations où on se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, ou fais quelque chose, mais là tu vas être malheureuse. Mais quand les deux héroïnes nous disent sur telle situation, j'ai ressenti ça et ma conclusion c'est ça. Bon ok. Et ça aussi, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que cette œuvre, elle est aussi dure à analyser, parce que Ayazawa, elle a réussi à créer des personnages qui nous semblent si réels que parfois, ils sont durs à comprendre, parce que chaque personne est différente, a un vécu et des ressentis différents. Et c'est aussi pour ça que l'œuvre, elle vit. Parce qu'on lit pas Nana de la même façon quand on a 19 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et je parle pas forcément par rapport à l'âge, mais par rapport à nos expériences. Et aussi par rapport à toutes nos lectures, par rapport à l'art en général, les musiques qu'on a écoutées, les films qu'on a regardés. En tout cas, la Funky Fraise qui a lu Nana à 19 ans et la Funky Fraise qui lit le manga à 30 ans, je suis pas du tout dans les mêmes réflexions. Je sais pas si vous aussi. Est-ce que vous, lecteur et lectrice de Nana, est-ce que vous avez fait évoluer vos réflexions par rapport à cette œuvre-là? Et vous, nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que Nana, c'est dur à lire? Est-ce que c'est dur à lire parce que justement ça résonne? C'est ça qui est magique dans Nana. C'est pour ça qu'elle vieillit pas. Et même sur certains sujets, parce qu'il y a une question que je me pose à chaque fois. Comment un nouveau lecteur, une nouvelle lectrice de Nana ressent l'œuvre, vraiment ressent l'œuvre? Parce qu'il y a des notions, et ça va être le troisième point. Si Nana est intemporelle, c'est que Nana traite de sujets qui sont intemporels et j'irai plus loin, qui sont complètement d'actualité. Ce sont des notions importantes, mais on met des mots aujourd'hui dessus. Le consentement avec MeToo, la quête de sens depuis la pandémie, et l'empathie dans notre relation avec nous-mêmes et dans notre relation avec les autres. Et Nana, elle traite vraiment de ces trois-là. Par contre, je me demande si Ayazawa l'aurait dessiné de la même manière aujourd'hui. Et encore, je dis ça, j'ai pas vraiment la réponse parce que
pas oublier que Nana, bah, c'est une œuvre japonaise qui a été créée en 2000. Moi, je vous en parle avec ma vision européenne. Donc, vision européenne et avec, le recul d'une femme qui vit en 2025. Donc, bah, mes analyses, elles sont pas toujours très justes, mais en tout cas, voilà comment je les ressens. Et je trouve que dans Nana, chaque, ressenti est important. Si quelqu'un me dit: «Moi, je ressens ça par rapport à un personnage», beh, je pourrais que dire: «Bah, ça m'étonne pas que tu penses aussi ça». Ou alors je dirais: «Bah, je pense pas comme toi», mais en même temps, on n'a pas du tout le même vécu, on n'a pas les mêmes émotions, nous ne sommes pas la même personne et peut-être qu'un jour on sera davantage alignés parce qu'on aura vécu une expérience similaire. J'adore parce que je sors des choses très générales et tout et je pense que pour les personnes qui n'ont pas lu Nana, c'est très abstrait ce que je dis, mais dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont lu, je pense que ça peut résonner. Je pense que c'est ça, hein, qui en tout cas moi, qui fait que ce manga, il me fascine autant et qu'il n'est pas dépassé parce que même s'il y a des situations je sais pas si on écrirait Nana, comme ça maintenant. Il y a des situations qu'on a vues, je vois pas trop comment on les dessine et les écrit maintenant. En même temps, c'est intéressant de les avoir parce que ça nous interroge sur, «Mais attends, c'est OK là ce que je viens de voir? C'est OK ce que je viens de lire?» Je trouve ça intéressant parce qu'on peut le transposer, dans la vraie vie et se poser, des questions qui, je trouve, moi, sont nécessaires. Nana, c'est une œuvre que je comprendrai jamais complètement et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là parce que j'ai vraiment envie de pousser, mes analyses. J'ai envie de comprendre certains de mes ressentis et j'ai envie de les partager et j'ai envie aussi que les lectrices et lecteurs de Nana puissent aussi les partager pour qu'ensemble, on arrive peut-être à comprendre davantage l'œuvre ou du moins qu'on arrive à avoir de nouvelles perspectives. Et ça, je trouve ça ultra intéressant parce que Nana, c'est ça aussi, c'est nous présenter différents points de vue. C'est aussi pour ça qu'on retrouve dans l'œuvre des personnages qui parlent d'autres personnages. Je pense par exemple à Naoki qui disait à Yasu en parlant d'Hachi: «Non mais Takumi, il se rend même pas compte, mais Hachi le manipule, elle l'appelle à n'importe quelle heure et il débarque, elle le manipule carrément». Ah bon? Qui a fait ça? Je pense que ces différentes perspectives, ces différentes visions, bah, je vais aussi les retrouver à travers vous. Voilà et il y a des moments où on sera pas du tout d'accord. Il y a des moments où vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là?» et il y a peut-être des moments où vous allez vous dire: «J'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement». Ou peut-être que certaines et certains d'entre vous, vont me dire: mais oui, moi aussi je ressens exactement la même chose». Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Bah, allons-y, je vais conclure la vidéo là-dessus. J'ai hâte de commencer cette aventure avec vous et j'ai hâte de pouvoir explorer, toutes ces perspectives, toutes ces visions et peut-être arriver à une conclusion sur certains aspects, mais même si c'est encore une fois vraiment difficile. Mais voilà, bah, merci beaucoup de m'avoir écoutée et on se retrouve pour, la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. C'était Fanny Fraise.